devant ce public du Festival d'Arras qui vient de découvrir en avant-première le film. Donc, le temps qu'il revienne un peu parmi nous, peut-être Aurélien, vous pouvez nous parler du travail d'adaptation, d'abord du choix de porter ce roman-là à l'écran, et puis les glissements que le récit a subis. C'est un roman que je recommande, qui est extrêmement bien écrit, très plaisant à lire, et je découvrais cet écrivain pourtant très très connu qui a écrit des romans vraiment très très virtuoses qui s'appellent, il y en a deux très connus qui s'appellent Pierre de Lune et La Dame en Blanc. Donc ça c'est vraiment connu pour être voilà, des chefs-d'œuvre de romans à sensation comme ça a été appelé. Et puis celui-ci est un tout petit peu plus modeste, mais néanmoins très prenant, très plaisant. Et c'est ce plaisir, je crois, en premier lieu qui m'a attirée, parce qu'il est sous-tendu par une grande profondeur. Et mon producteur Emmanuel Barraud, qui est là, ou qui est par là, a eu la même impression, ainsi que la scénariste avec qui je travaille, qui s'appelle Maud Ameline. Et voilà, moi, une fois que j'ai cette unité-là, moi, Emmanuel et Maud, et si on est tous les trois convaincus, je me dis, bon, bah, ça a peut-être une chance d'atteindre aussi d'autres personnes, j'espère que ça vous aura atteint. Alors c'est vrai qu'on a quand même adapté, on a gardé vraiment les grandes idées maîtresses, l'idée maîtresse du roman, et on a adapté, on a transposé en France, c'est un roman anglais, on a transposé en 14 pour rapprocher un peu de nous, pour être dans une époque un petit peu plus familière, tout en restant dans un passé qui peut être en partie fantasmé, en partie imaginaire. C'est pas notre société d'aujourd'hui, c'est un peu moins pesant, je trouve, de parler de thèmes sociaux en allant vers quelque chose d'ancien et qui est traité de manière... Enfin, c'est vraiment le romanesque qui prime. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le fait de rendre tout ce qui est intérieur à Nelly, ses tourments intérieurs, sa mauvaise conscience, à extérioriser tout ça par des gestes, à l'incarner en fait cinématographiquement par quelque chose d'extérieur, des objets, des gestes, tout ce qui sont ses pensées. Puis on a aussi développé des choses, on a complexifié, essentiellement on a rendu les personnages, les deux roses, enfin Nelly et la vraie rose, on les a rendus moins manichéennes dans le roman, qui est un roman écrit à l'époque victorienne. C'est vraiment l'orpheline pauvre, malmenée par la vie, qui a été même prostituée, même contre son gré, enfin, et qui est le cœur pur, tandis que Rose est la jeune fille bien née, mais au cœur méprisable, vil. Et moi, j'aimais bien cette opposition, mais c'est vrai que pour les spectateurs d'aujourd'hui, on a peut-être envie de quelque chose de plus complexe. Donc, Nelly, elle aussi, se commet par des gestes, critiquables. Enfin, voilà, il y a des moments où on peut discuter de ses choix moraux et de ce qu'elle fait. Et de la même façon, Rose, elle, on peut être davantage en empathie avec elle. Et notamment à la fin du film, on est, j'espère, vous me le direz peut-être, en empathie avec elle. Et on a quand même à cœur que, moi j'avais à cœur que ce personnage s'en sorte quelque part la tête haute et qu'on ait envie de se dire qu'il peut lui arriver des choses encore dans sa vie après. Et Laurent, vous aviez lu le roman de Wilkie Collins? Non, moi je ne l'avais pas lu. J'ai eu accès au scénario quand Aurélien m'a proposé ce rôle. Et ce qui m'a plu, c'était d'abord un film de femme. Voilà, par les temps qui courent, ça fait plaisir. Et d'être oui, le seul homme au milieu de ça, mais en plus à une position un peu le seul homme et en plus l'homme de foi, comme la question de la foi et de la vérité est quand même au cœur du film. Je trouvais ça joli de porter ce personnage-là. Alors peut-être tout de suite une question ou une intervention dans le public, hein, soyez pas timide, n'hésitez pas, il vous suffit de lever la main. Le titre que vous donnez au film, il est très juste parce qu'on sent que la notion de place, elle a son importance à plusieurs points de vue, et donc on commence par une jeune femme qui perd sa place, justement. C'est ça qui vous intéresse en particulier dans la possibilité de ce texte? Oui, alors par exemple, cette scène-là n'existe, je crois, pas dans le roman, en tout cas, elle n'est pas du tout en ouverture du roman. Oui, c'est une déclinaison de cette idée, en fait, que la place où on est, est-ce qu'on l'a méritée? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on peut y rester, pas y rester? Est-ce que l'existence nous amène ailleurs? Finalement, le personnage de Lee ne cesse de glisser de place en place,
avec parfois un choix de sa part et parfois non, c'est quelqu'un qui vient la sortir de sa place ou l'y amener. Et c'est vrai que oui, c'est la place professionnelle, j'ai envie de dire, mais c'est bien sûr aussi la place sociale et c'est aussi la place morale. On sent que vous avez aussi cherché à dépeindre un ordre social, il y a quelque chose de presque chabrolien là-dedans. Ah oui, alors j'aime énormément Chabrol, mais c'est vrai que le film de lui qui m'a tout d'un coup, qui m'est apparu comme une référence possible, c'est Le Boucher. Et alors, oui, c'est un film où il y a deux personnages à deux places sociales un peu différentes, il y a le boucher et l'institutrice, et on voit que le boucher admire Stéphane Audran qui joue l'institutrice parce qu'elle a une place autre que la sienne. C'est Jean-Yann. Mais c'est aussi un film donc, qui traite toujours de la société, de la France en fait, Chabrol. Mais c'est aussi un film où le suspense a énormément de force. Et la mise en scène vraiment est très sensuelle, il y a vraiment des plans sur la goutte de sang, des choses comme ça qui me plaisent énormément. Et il y a aussi un très grand mystère, c'est pour ça que je pensais au boucher de Chabrol, parce qu'il y a ce mystère incroyable de la relation entre ces deux personnes que rien n'appelait à se rencontrer. Et au bout d'un moment, on comprend que Jean-Yann est amoureux de Stéphane Audran, mais pendant un moment, c'est une espèce d'amitié, il y a quelque chose une rencontre incroyable. Et je trouvais qu'il y avait un point commun avec mon histoire, parce que c'est aussi une rencontre entre une jeune femme avec une histoire malmenée par la vie et une bourgeoise, au contraire, qui est vraiment dans sa place, à une place très confortable dont elle n'a pas à bouger. Et leur rapport est aussi, il devient un rapport finalement pour moi d'amour filial, mais au départ il est plus mystérieux que ça. Et ça pouvait, le boucher de Chabrol a aussi cette caractéristique-là. Laurence, est-ce qui vous a intéressé aussi cette réflexion sur la place sociale? Disons, ce qui m'a plu dans le film, et sans doute dans le film, mais surtout dans la vision qu'a eu Aurélia, comme maintenant on est plutôt dans une époque où les choses sont blanches et noires, c'est-à-dire tu es du côté des mauvais ou des bons, et quand on est à regarder ce qui se passe dans le monde, lui c'est mal, lui c'est bien, des choses un peu trop binaires à mon goût, sans rapport à la complexité. Je trouve ce qui est beau dans le film, c'est que quand on est face au réel des situations, c'est pour ça que je pense souvent aussi à des gens qui peuvent dire que l'expérience qu'ils ont eue, par exemple, d'être jurés dans des cours d'assises, les a fait changer d'avis sur la complexité du monde. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, les choses sont très simples. Et puis dès que tu es face à des histoires individuelles, contextualisées, sociales, et bien de ce coup, prendre des décisions devient plus complexe. Et je trouvais ça beau dans ce film et je pense que c'est ça, en tant que spectateur, qui est beau, c'est que qui a raison, qui a tort, et voilà. Et puis sur cette absence de manichéisme, par la mise en scène et la direction d'actrice, il fallait qu'on puisse comprendre les deux personnages féminins, les deux roses, et il fallait aussi qu'elles puissent nous faire peur toutes les deux aussi, j'ai l'impression. Oui, absolument, c'était se tenir vraiment sur une espèce de crête où à la fois elle nous semblait antipathique tour à tour, enfin essentiellement la vraie Rose, mais qu'elle nous semblait antipathique ou dangereuse en effet, et qu'en même temps à chaque fois on puisse les comprendre à nouveau, se réintéresser à elle. Alors je sais qu'il y a quand même une phrase que prononce la vraie Rose dans le temple qui fait qu'en général beaucoup de spectateurs ou de lecteurs du scénario disent bon, vraiment on l'aime plus, c'est quand elle dit de toute façon vous serez jamais comme nous. Alors là, ça c'est difficile à pardonner. Et c'est vrai, et je l'ai mis à dessein bien sûr, parce que sinon le spectateur risquait d'être trop de son côté aussi. Et il fallait qu'on reste avec notre héroïne et que la cruauté sociale, qui peut être celle de quelqu'un comme la vraie Rose, puisse transparaître aussi, quoi. Et que je pense quand même que malgré cette cruauté, après avec tout ce qui lui arrive, elle est internée, etc. Enfin, je pense qu'on comprend qu'elle aussi est victime par certains côtés et elle aussi a fort à faire, quoi, avec un destin pas simple, et que se faire voler non seulement sa place mais son identité, son nom, et être traitée de menteuse et de folle, c'est aussi insupportable. Donc je voulais vraiment qu'on puisse être comme ça avec l'une et l'autre. Alors on a une question dans la salle, on vous apporte le micro, merci.
Bonsoir. Vous avez parlé de Chabrol et c'est vrai qu'on voit le lien aussi avec le sang, deux fois le sang de bœuf et puis la saignée. C'est vrai que ça fait penser au coucher. Mais je pensais aussi à la place que tient Victor Hugo dans l'œuvre. Quand vous citez, oui, Les Misérables, la scène où Jean Valjean, de la culpabilité de Jean Valjean et des remords. Alors c'est assez amusant de voir la bourgeoise qui se fait guère des misérables alors qu'elle vient de chasser Fantine, en fait, c'est-à-dire la servante qui est enceinte et qui perd sa place, et elle vient de faire ça. Moi j'ai trouvé que c'était assez curieux, mais ça montre bien aussi le fait qu'elle ne vit pas du tout dans la même réalité que les pauvres gens. C'est-à-dire que là, quand on parle de littérature, on a l'impression que c'est une littérature qui permet de s'abstraire. Et d'un côté, pour la jeune femme, c'est l'inverse, c'est la littérature qui lui permet de prendre conscience du concret de son crime, en fait. Et donc, je me demandais si vous aviez élaboré ça par rapport au lien entre les deux femmes, parce que je trouve que c'est très ambigu. Elles lisent les mêmes livres, mais pas de la même manière. Alors, j'aime beaucoup comment vous en parlez. Je ne pense pas qu'on se soit formulé les choses comme ça, mais c'est vrai que Victor Hugo est tellement universel. En fait, les Misérables, ça a plu à tout le monde. À son époque, c'était un succès populaire, mais pas seulement. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ce roman-là, parce que le personnage de Nelly se le trimballe depuis le début. Alors, c'est un peu moins lisible maintenant dans le montage final qu'elle l'a depuis le début. C'est son livre de chevet, c'est son talisman. C'est Les Misérables, parce que aussi, c'est l'histoire de quelqu'un qui... Enfin, c'est des histoires de transfuge de classe aussi. Et puis, c'est ce grand roman magnifique, populaire, qui amène beaucoup d'espoir, qui est l'écriture de Victor Hugo. Et j'aime bien la remarque que vous faites. Alors, maintenant, c'est vrai que le moment où Éléonore chasse la jeune servante enceinte, c'est vrai que c'est un moment choquant, mais elle met l'accent quand même. Alors, je ne sais pas si vous y avez été sensible. De toute façon, tout le monde est sensible, pas exactement la même chose, mais elle précise quand même bien que c'est parce que cette jeune femme lui a menti, ou en tout cas n'a pas respecté la confiance entre elles. C'est pour ça qu'elle la chasse, et non pas parce qu'elle est enceinte. Donc, je ne dis pas que ça excuse tout, mais en tout cas, je tenais à ce que ce soit pour cette raison bien précise, que ce soit basé sur la confiance. C'est une maison, ce qu'elle explique, c'est que c'est une maison où elle ne supporte pas qu'on lui mente, et ça parle bien sûr aussi au personnage de Nelly qui sent ce qui l'attend si à elle, son mensonge à elle est lui aussi mis à jour. Et puis il y a cette phrase, pourvu que ce soit pas une fille, on ne fait rien qu'à subir. On comprend assez vite que Nelly a dû apprendre à se défendre, probablement contre les hommes. Laurent, vous avez dit que vous aviez été attiré par le fait que ce soit un cinéma féminin. Et vous, c'est cette dimension féminine aussi de cette histoire qui vous a amené à la raconter ? Oui, c'est vrai que j'ai bien aimé que ce soit l'histoire de trois femmes et que, oui, ça m'a plu. Et que ce soit aussi, à d'autres endroits que ceux qu'on attend, une histoire de solidarité féminine, enfin de rapport comme ça entre des femmes qui se tendent la main de manière indirecte, quoi, ou inattendue. Peut-être, oui, ici, ici d'abord, le micro est là. Et ensuite, parce que... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail autour je suis ici, des costumes du film que je trouve très, très réussi? Oui, merci, oui. Alors c'est Agnès Nodin qui a fait les costumes du film. Selon les films, les costumes peuvent être refaits, fabriqués pour le film ou bien à partir de costumes existants. Nous, c'était beaucoup des costumes existants, mais pas seulement. Quelques-uns ont été faits sur mesure et pour le film. Et alors, c'est vrai qu'il y avait quelque chose que moi je ne savais pas, c'est que dans les grands entrepôts où il y a des stocks de costumes pour le cinéma et pour le théâtre, il y en a plusieurs en France et il y en a aussi, bien sûr, à l'étranger. Les costumes datant d'avant 14 sont rares, les authentiques costumes d'époque, parce ils commencent à être vraiment anciens, c'est abîmé beaucoup plus que les costumes des années 20 et 30 par exemple. Donc il y a peu de choses, et les choses sont aussi, les gens n'avaient pas les mêmes dimensions que nous on a, donc c'est plus court, les tailles sont plus fines, tout est fait aussi sur mesure pour l'époque, mais c'est assez difficile, il faut les adapter, et puis il y avait beaucoup de choses très abîmées, quoi. Mais bon, moi
je tenais à ce qu'il y ait une authenticité, quelque chose d'assez... qu'on sente que les choses avaient été portées. Et je voulais aussi un travail sur les couleurs, au-delà du travail historique qui a été pris en charge par Agnès Naudin et qui a adoré se plonger là-dedans, donc que j'ai complètement suivi. Enfin, moi, je voulais pas que ce soit strict et scolaire. C'est la seule chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, quelqu'un comme Éléonore peut avoir des robes même d'il y a 20 ans. Mais elle a beaucoup étudié l'aspect historique, elle l'a complètement pris en charge. Après, moi, je m'intéressais aux matières, aux couleurs et à ce que racontait un costume du personnage. Donc comme ça a été ce dialogue-là. Et puis, les couleurs ont été choisies aussi en fonction de ça. Et puis après, il y a une étape dont je ne me souvenais pas en fait sur mes autres films et qui là a vraiment pris toute sa dimension, qui est, on a un certain nombre de costumes possibles, par exemple pour le personnage d'Éléonore ou pour le personnage de Nelly, et les comédiennes viennent essayer, et là on regarde ce qui leur plaît et ce qui nous plaît aussi. Tiens, cette robe te va bien ou pas. Donc on élimine aussi à un moment donné des costumes possibles parce que c'est pas ce qui lui va ou c'est pas ce qui lui plaît. Ça c'était assez intéressant aussi. Et alors, on a une intervention ici. Merci. Alors, d'abord, j'ai beaucoup aimé votre film. Merci. Alors, on a beaucoup parlé de différences de classe, mais il y a une idée qui m'est venue. Dans notre société du tout numérique, on entend parler de plus en plus d'usurpation d'identité. Et est-ce que ça a joué un rôle dans le choix du livre ou du scénario, ou est-ce que c'est purement une coïncidence ? Je dirais ni l'un ni l'autre, c'est pas une coïncidence, mais en tout cas, je me suis pas dit que c'était quelque chose qui existait particulièrement aujourd'hui. Je crois que ça a toujours existé et qu'on a peut-être l'impression aujourd'hui que ça existe moins parce que les papiers sont plus sécurisés, qu'il y a plus de manières de contrôler. En 14, les papiers d'identité commençaient à peine, donc il était vraiment beaucoup plus facile, si on peut dire, d'usurper l'identité, et de ce fait, d'ailleurs, elle était très très gravement punie. Peu de temps avant, elle était encore punie par la peine de mort, pour dissuader les gens, parce que sinon c'était trop facile. Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ça l'est moins, mais en fait, effectivement, grâce ou à cause du numérique, les usurpations d'identité plus ou moins graves sont fréquentes, et on aurait pu aussi, de ce fait, transposer l'histoire à aujourd'hui, malgré la présence de la photographie, par exemple, qui n'existait pas sur les papiers d'époque, ou à peine. Mais non, c'est pas une volonté. Je pense simplement que c'est quelque chose d'extrêmement cinématographique ou romanesque. L'usurpation d'identité, l'empreinte d'une autre identité, c'est très fort comme principe dramaturgique, donc c'est surtout ça qui m'a plu. Il y a aussi une phrase qui évoque des débats contemporains, c'est les journaux sont responsables. Oui, alors ça c'est dans le roman. Pour le coup, ça c'est totalement tiré du roman, cette tirade d'Éléonore, et le roman est écrit donc en 1873, donc c'est vraiment frappant qu'elle parle des médias. Alors, je ne sais pas ce que ce personnage aurait pensé des médias d'aujourd'hui, il serait tombé de sa chaise, je pense. Donc c'est étonnant, oui, vraiment étonnant de penser qu'on peut reprendre une phrase et la mettre en 14 et la trouver encore tout à fait vraie aujourd'hui. Ouais. De penser que les médias attisent les tensions, et elle dit carrément qu'ils sont responsables de la guerre à 100%. Alors on a une question ici au milieu de la salle. Une petite question que je me pose, je peux en poser deux ou trois. Bien sûr. La première petite question, c'est qui a copié qui pour Balzac ou bien l'auteur ici, à propos de, je pense au colonel Chabert, où on a exactement la même histoire de catalepsie et de gens, d'une personne qui arrive quelques années plus tard en exigeant et en revendiquant son nom. C'est très drôle de penser que... Voilà. Il suffit de regarder les dates, parce que oui, les c'est éditions ça, sont 13 ans, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre. Alors, la deuxième, c'est le rythme. Je trouve, est-ce que vous pourriez parler un peu du rythme que vous donnez à votre film, parce qu'il vous faites monter la tension, mais très lentement. Et je trouve que c'est très surprenant dans notre époque où justement le rythme, le suspense est toujours créé par une tension très vive et très brutale. Ici, vous avez même le nœud dramatique, même pas mal de temps à arriver. Pourquoi ce choix? Et oui, c'est ça. Pourquoi ce rythme qui est, à mon avis, celui qu'il fallait, mais est-ce que c'était difficile à imposer? Non, c'était pas difficile à imposer. Il fallait surtout bien montrer d'où venait Nelly. C'était indispensable. On a
réfléchi à ne pas raconter toute son histoire avant, et le fait qu'elle usurpe l'identité ensuite de quelqu'un est moins compréhensible par le spectateur, moins pardonnable si on n'a pas vu d'où elle venait vraiment, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Donc il fallait vraiment raconter ça. Puis ensuite, au moment de la guerre, c'est vrai, ça prend un certain temps, mais il le faut pour bien établir aussi leur rencontre, pour montrer que il fallait absolument pas que le personnage de Nelly puisse apparaître comme cynique à aucun moment. Au contraire, elle le fait de bonne foi, j'allais dire. Elle usurpe une identité, mais de bonne foi, d'une morte, dont elle a eu pitié aussi. Enfin, il fallait qu'on lui prête aucune intention machiavélique, etc. Donc ça prenait ce temps-là, et le retour, le roman n'a pas exactement la même structure, mais le retour de Rose est tardif aussi. La différence dans le roman, c'est qu'on sait qu'elle n'est pas morte. Le spectateur a un coup d'avance sur l'héroïne. Et je ne sais pas pourquoi, c'était mieux pour nous comme ça. Ça permet aussi de donner presque une dimension fantastique à sa réapparition. En plus, on entend Lily et Denis Adam derrière. On est à ce moment-là dans une ambiance presque à la Raoul Ruiz, avec une petite tension vers le fantastique. C'était voulu? Oui, la petite tension vers le fantastique, oui, tout à fait. J'aime bien ce côté mélange des genres, et j'aime bien le côté, comment dire, la dimension possible de fantôme de Rose, puisque c'est bien quand même quelqu'un qui vient hanter quelqu'un d'autre. C'est bien l'histoire d'un personnage qui est hanté par sa faute. Même si Rose n'était pas revenue, le personnage de Nelly est en faute. Elle ment, elle a commis une usurpation d'identité, et de ce fait, elle est constamment